Effectivement, l'ablation de la fibrillation atriale, du coup, quand faut-il dire stop? C'est pas facile de poser une question comme ça, surtout à un technicien, parce que pour moi, dire stop, c'est quand la procédure est finie. Donc la prochaine, on verra. Et puis surtout, en vrai, c'est pas facile de répondre à ça dans le contexte des recommandations et de l'évolution des recommandations ces 10-15 dernières années. Puisque, comme vous le savez, ça, ce sont les dernières recommandations sur la fibrillation atriale. L'ablation de la fibrillation atriale, notamment l'isolation des veines pulmonaires, au gré des recommandations, elle remonte à chaque fois d'une ligne, et elle remonte à chaque fois d'une validation d'un degré de validation, avec maintenant, en fait, l'ablation des veines pulmonaires en première ligne, au même titre que les autres traitements pour les patients qui font de la fibrillation atriale paroxystique symptomatique, avec sans insuffisance cardiaque, la persistante également, avec encore un niveau de preuve plus élevé en cas d'insuffisance cardiaque. Donc, dans tous les cas, si ça a échoué avec un traitement, on va vers l'ablation. Et puis, même dans la persistante, et même dans la persistante avec des facteurs de risque de mauvais pronostic, il faut se poser la question de faire l'ablation, même si elle est moins systématique. Donc globalement, ça a élargi. Puis quand il n'y a pas de symptômes, les recommandations nous disent allez les chercher, les symptômes. Vous n'avez pas de symptômes, vous n'êtes pas sûr, faites un choc. Et puis après, on rediscutera pour savoir si vraiment il y a un intérêt ou il n'y a pas un intérêt de faire l'ablation de la fibrillation atriale. Donc globalement, c'est presque la FA pour tous, pour continuer le topo d'Antoine. Et puis c'est encore plus la FA pour tous, avec d'autres études qui ont été publiées depuis. Cette première étude, qui est un peu un remake des études des années 90, affirme et compagnie, où en fait on va comparer, non toujours pas, on va comparer sur la gauche une stratégie agressive de maintien d'un rythme sinusal avec antiarythmique et ablation, et sur la droite une prise en charge conventionnelle, donc avec les deux possibilités. Et en fait cette étude, ils l'ont arrêtée très vite, parce qu'il y avait une augmentation de mortalité et une augmentation d'accidents vasculaires cérébrales dans la prise en charge conventionnelle versus la prise en charge agressive de la fibrillation atriale. Donc ça veut plutôt dire il faut y aller. Et puis quand on y va, il y a eu deux autres études, deux autres New England qui sont sorties pour dire que quand on y va, l'ablation fait mieux que les antiarythmiques, ce que nous, on savait déjà. C'est-à-dire qu'il y a moins de récidives et il y a moins de complications quand on fait une ablation. Donc je reviens encore à ça, l'ablation de FA pour tous. C'est pas tout à fait exact, et puis comme le suggérait Gilles déjà, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Là, je vais vous hypnotiser avec ça. Vous voyez une extrasystole qui vient d'arriver et qui génère la fibrillation atriale. Ça, c'est ce qu'on sait bien faire, c'est le trigger, c'est le déclenchement de la fibrillation atriale. Là, on sait que ça vient dans 95% des cas des veines pulmonaires, et ça tombe bien, on sait bien isoler les veines pulmonaires facilement, rapidement. On sait qu'on est très efficace dans ces cas-là. Le problème, c'est que des fois, il n'y a pas que les veines pulmonaires, il y a aussi une implication du substrat, et si ça marche comme ça, non, ça ne marche pas. Est-ce que vous pouvez cliquer dessus, sur la diapo? Non, ça ne marche pas, c'est pas très grave. Des fois, il y a l'implication. Ouais, voilà, ça donne ça. Ça, c'est une vraie oreillette en fibrillation atriale. Et en fait, des fois, il y a l'implication du substrat. Donc, ça va se mettre à tourner en boucle dans tous les sens. Va y avoir plein de zones de fibrose à l'intérieur des oreillettes, ou en tout cas des équivalents de fibrose. Et dans ces cas-là, comme on le disait juste avant, on ne sait pas toujours bien quoi faire. Et elle est peut-être là, à la limite, en fait. C'est que finalement, le rôle du substrat sélectionne peut-être des moins bons candidats à l'ablation. Quand il y a beaucoup de substrat, on ne sait pas trop forcément ce qu'il faut faire. Beaucoup de substrat, ça veut dire de la fibrose, de la tension pariétale. Donc, sans être totalement exhaustif et sans vous faire une liste de tout ça, vous verrez que je sélectionne que quelques trucs. L'âge, le diabète, la pathologie inflammatoire, l'ancienneté de la FA, ça c'est relativement classique. L'insuffisance rénale, les fractions d'éjection altérées ou les troubles de relaxation et la taille de l'oreillette gauche, tout ça, en fait, ça va induire un petit peu plus de fibrose et ça veut dire qu'il y a un petit peu plus de substrat et que finalement, s'il y a un petit peu plus de substrat, ce sont des moins bons candidats, mais des moins bons candidats à une isolation des veines pulmonaires seules. C'est-à-dire que soit il faut faire autre chose, soit, enfin en tout cas, il faut se poser la question. Gilles en parlait tout de suite là de l'étude de Vénus. C'est pour vous montrer aussi ce qu'on fait, parce que effectivement jusqu'à présent et de manière reproductible dans les recommandations, ce qu'on montre, c'est l'isolation des veines pulmonaires. Donc la petite partie ici,
où on encercle les deux veines pulmonaires, on isole le trigger, le déclenchement de la fibrillation atriale. Ce qu'on fait de plus en plus, c'est justement le traitement du substrat, en allant faire des box. Donc on isole complètement la partie entre les veines pulmonaires, en faisant l'isthme mitral avec l'alcoolisation du Marshall, éventuellement en traitant des zones de complexe fragmenté. Et en faisant ça, on se rend compte qu'on est meilleur et qu'on arrive justement à traiter ce substrat et à récupérer tout un pan de fibrillation atriale qu'on n'arrivait pas à ablater avant, qu'on n'arrivait pas à maintenir en rythme sinusal. Dans cette étude, on était quand même autour de 60% de réussite, ce qui peut paraître peu, mais ce qui est important par rapport à ce qu'on fait avec des antiarythmiques où on est à 30-40% au grand maximum. Donc ça, c'est finalement un peu le résumé de ça sur, pas la fibrillation atriale, mais les fibrillations atriales. Et puis c'est la diapo un peu classique qu'on montrait avec, d'un côté, les FA précoces, veineuses, liées à des triggers. Ça, on sait bien faire, on traite les veines pulmonaires. De l'autre côté, avec un remodelage électrique puis structurel, l'apparition de fibrose, des FA qui sont plus tissulaires avec du substrat, de la fibrose, et on n'y arrive pas, en gros, à les ablater. Ou en tout cas, c'est un peu la question. Finalement, ce serait peut-être ça les limites. Et ce qu'on disait classiquement, c'est qu'il faut les traiter tôt, les fibrillations atriales, avant qu'il y ait le remodelage. Mais je vais vous montrer à la fin que c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué. C'est vrai, c'est un des paramètres qui rentre en compte, mais probablement pas le seul. Je vous ai sélectionné deux paramètres juste pour discuter juste de situations cliniques qui me semblent un peu fréquentes. Et la première, c'est l'âge, puisqu'on sait qu'avec le temps, avec l'âge, il y a de la fibrose qui se met au niveau des différents tissus, notamment des tissus atriaux. Et cette fibrose, elle peut générer justement une fibrillation atriale un peu plus tissulaire qui sera moins efficace. Pour autant, quand on regarde les études, c'est les trois colonnes, les deux diagrammes, histogrammes sur la droite. Le bleu, ce sont les personnes les plus âgées, le rouge, les personnes les plus jeunes. Et ce qu'on cherche, c'est est-ce qu'on a exactement le même mécanisme de déclenchement de la fibrillation atriale, ce qui a l'air d'être globalement le cas, puisqu'on a autant de triggers qui viennent des veines pulmonaires, quel que soit l'âge. Donc en gros, finalement, même s'il y a un peu plus de fibrose, ça ne change pas forcément grand-chose sur le déclenchement de la fibrillation atriale. Ce qui change, c'est que quand ça ne vient pas des veines pulmonaires, ça vient moins de la veine cave supérieure, c'est ce qu'on voit en bas, et ça vient un petit peu plus en pleine paroi. Donc c'est probablement un peu plus difficile quand on n'est pas dans les veines pulmonaires. Mais pour autant, pour l'ablation, finalement, quand on regarde les registres, il n'y a pas d'études randomisées actuellement qui existent dessus. Quand on regarde les registres, y compris chez des personnes très âgées, donc plus de 80 ans, l'efficacité est exactement la même. On n'a pas de différence visible d'efficacité entre les jeunes et les vieux, et pas de différence significative vraie de complications, en tout cas en prenant toutes les études comme ça. Donc il n'y a pas forcément de raison de contre-indiquer l'ablation uniquement sur l'âge, juste sur le fait de se dire qu'il y a un petit peu plus de fibrose. Il y a une question qu'il faut quand même se poser, ça c'est une sous-étude récente de Cabana, où on parle un peu plus juste de la mortalité, là, de l'amélioration de la mortalité, et en fait, même si c'est assez logique, il faut bien comprendre que quand on est chez des jeunes, c'est la partie gauche du schéma, on peut s'attendre à une amélioration de mortalité. Il faut pousser peut-être même sans symptômes, ou peut-être même avec moins de symptômes. Et plus on vieillit en âge, donc ça devient non significatif entre 65 et 75 ans, et à partir de 75-80 ans, c'est à peu près certain qu'on a zéro amélioration de mortalité, ce qui veut dire que si on traite une personne âgée, il y a l'importance du bénéfice fonctionnel ce coup-ci. On ne va pas forcément pousser en lui disant non, ça va être mieux pour votre vie, je vais vous faire gagner 2 ans de vie, c'est pas vrai. C'est vraiment le bénéfice fonctionnel et donc il faut probablement plus de symptômes chez la personne âgée. Deuxième situation, c'est la dilatation de l'oreillette gauche et les valvulopathies. On sait bien que la dilatation, c'est un facteur de risque de fibrillation atriale de l'oreillette gauche. Plus il y a de tissu, plus on fait de fibrillation atriale. Et c'est un facteur également de récidive après une procédure d'ablation. Ça avait été montré initialement sur des mesures en 2 dimensions, donc la taille en petit axe, là, en grand axe, parasternal grand axe. Sauf que depuis, ça n'a jamais été vraiment reproduit ou jamais reproduit avec les mêmes valeurs. Et globalement, il faut bien se rendre compte que la taille en 2 dimensions, ça ne veut pas dire grand-chose parce que les morphologies d'oreillette gauche sont vraiment très, très variables. Nous, on les reconstruit toutes quand on fait nos ablations et on voit des trucs extrêmement variables. Le volume est plus lié à ces récidives, sauf que là encore, en fait, ça n'a pas l'air d'être si simple que ça, puisque on sait qu'à partir de 45 ml par mètre carré, on fait un petit peu plus de fibrillation atriale, mais quand on essaye de différencier les gens qui vont récidiver des gens qui ne vont pas récidiver,
c'est ce qu'on voit dans la méta-analyse en dessous. Eh bien, on voit que la discrimination, elle est très faible entre ces gens-là. C'est 0,6 millilitres par mètre carré pour dire est-ce que vous avez plus récidivé ou pas plus récidivé. Donc, en gros, on n'arrive pas trop à sélectionner les bons patients à aller ablater juste sur ce critère. Pour autant, le fait de maintenir ces gens-là avec des oreillettes dilatées, des valvulopathies, là c'était des insuffisances mitrales, donc valvulopathie sévère, ben on sait que ça va nettement améliorer le patient. Et on voit donc les petits diagrammes en bleu, c'est en fibrillation atriale et après c'est en rythme sinusal. On a un effet de remodelage important, à la fois sur les différents volumes, à la fois sur l'insuffisance mitrale, et puis également une amélioration de la fraction d'éjection. Donc finalement, c'est un peu le paradoxe de la poule et de l'œuf, c'est la dilatation de l'oreillette gauche entraîne la fibrillation atriale, mais la fibrillation atriale, elle a un impact également sur la taille de l'oreillette gauche. Et on ne sait pas trop s'il faut dire au patient « Non, je ne peux pas vous traiter parce que votre oreillette gauche est dilatée et je ne vais probablement pas réussir », ou si à l'inverse, il faut que je vous traite parce que je vais nettement améliorer la situation de votre oreillette gauche. Donc ce n'est pas un paramètre si simple que ça à analyser. Et il y a une étude là, cette année qui a essayé d'aller un petit peu plus loin, en comparant, en fait, c'est le orange, j'ai presque fini Vincent, t'inquiète pas, et le violet, ces volumes, ce remodelage avec les zones de scar, les zones de cicatrices à l'intérieur de l'oreillette, qui étaient en fait ces zones de cicatrices représentées par le pourcentage de bas voltage. Donc on fait des cartes, on regarde s'il y a beaucoup de zones de bas voltage, et puis on va regarder l'efficacité sur le remodelage, et on voit une vraie différence entre les gens qui ont beaucoup de zones de bas voltage, donc beaucoup de cicatrices dans l'oreillette, et les gens qui n'ont pas beaucoup de cicatrices dans l'oreillette sur l'efficacité de l'ablation de fibrillation atriale sur le remodelage du cœur. Ça revient en fait à un certain nombre d'études qui ne sont pas si récentes que ça, c'est juste que c'est difficile à faire sur la fibrose et le rôle de la fibrose dans la fibrillation atriale. Où en fait on se rend compte que probablement la fibrose intratissulaire, mais c'est tout petit le tissu donc c'est difficile à montrer, elle a probablement un rôle important et pour l'instant on n'en tient pas trop compte parce qu'on ne sait pas trop bien la quantifier. Il y a d'autres choses que l'IRM, il y a plein de biomarqueurs qui ont été proposés mais rien qui est reproduit. Il y a quand même un truc intéressant sur ces études, c'est pour revenir sur le premier schéma du début. C'est qu'est-ce qu'on voit en fait quand on analyse des oreillettes de gens avec de la fibrillation atriale paroxystique ou persistante. Eh bien, on voit un peu de tout. Et c'est ça la vraie question. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont de la fibrillation atriale paroxystique qui ont des oreillettes toutes bleues, sans fibrose. Ça, c'est le classique, la FA trigger, FA veineuse. Et puis, il y en a qui ont déjà pas mal de fibrose. C'est la partie 2, là. Il y a des gens qui font de la fibrillation atriale persistante qui vont avoir plein de fibrose partout, c'est finalement attendu, puis d'autres qui n'en auront pas du tout. Et avec Damien, on a fait mardi un patient qui avait une grosse cardiopathie rythmique il y a 3 ans. On avait fait que les veines, 0 antiarythmique. Il a tenu pendant 3 ans sans récidive d'arythmie, rien du tout. Alors que tout était dilaté, il n'avait que des facteurs de mauvais pronostic. Et en fait, on n'arrive pas trop encore à voir, mais probablement que c'est de ce côté-là qu'on aura l'avenir d'une certaine personnalisation de la prise en charge de certains patients. Pour conclure, dernière diapo. Donc je reprends le schéma pour conclure en disant que ça c'est vraiment le schéma classique qu'on voit, il faut que j'intervienne tôt et tout ça, c'est vrai, mais pas que, parce que en fait c'est plutôt FA veineuse à gauche, FA tissulaire à droite, et puis plein de facteurs qui vont rentrer en compte, dont la durée en fibrillation atriale, mais pas que, ce sera l'âge, des facteurs génétiques, plein de choses. On sait que quand on a de la FA veineuse, on est extrêmement efficace, 70-80% avec une seule procédure, plus si on recommence. Quand on a de la FA tissulaire, juste avec l'isolation des veines pulmonaires, on n'est pas très bon, 50-60%, et on deviendra meilleur avec le substrat sans avoir de vrais chiffres dans beaucoup d'études randomisées qu'on puisse donner. Et donc l'idée de tout ça, c'est de savoir balancer entre les deux pour savoir quel traitement donner à quel patient, plus que quand est-ce qu'il faut dire stop, quand est-ce qu'il faut aller plus loin, ou quand est-ce qu'on peut se limiter à quelque chose de relativement simple en personnalisant ce traitement antiarythmique. Je vous remercie. Merci Jean-Baptiste. On a le temps pour 1 ou 2 questions. Alors s'il n'y a pas tout de suite de questions qui viennent, tu as abordé le sujet sur quels patients il ne faut pas ablater, ou pour lesquels le bénéfice serait relativement faible. On peut aussi se poser la question d'une autre manière, c'est quand le patient a déjà été ablaté 1 fois, 2 fois,
éventuellement 3 fois. On s'arrête quand? Moi, j'en ai pas des comme ça, mais enfin. Non, on va demander à Gilles. Ouais, enfin, je sais pas. Non. Non, mais en fait, ça dépend de ce que tu as. On voit quand même que c'est pas des situations exceptionnelles. On en avait beaucoup. On en a, je pense, un petit peu moins parce qu'effectivement, maintenant qu'on fait le Marshall, déjà, on n'a plus l'isthme mitral qui revient 15 fois alors qu'on le réablate 15 fois. Et en fait, on va malgré tout, la plupart du temps, transformer la fibrillation atriale en flotteur. Quand est-ce qu'on s'arrête? Si il revient avec un flotteur, même s'il a eu 4 ou 5 procédures d'ablation, le flotteur, c'est pas le plus compliqué parce qu'on peut identifier un circuit. Quand il revient en FA, qu'on a fait tout le substrat, c'est finalement ce que disait Gilles tout à l'heure, on ne sait pas trop quoi faire. On peut revenir peut-être au gradient, mais il nous manque probablement quelque chose. Mais peut-être qu'il faut aussi segmenter complètement l'oreillette droite, ce qui n'est pas forcément proposé dans ce que dit Bordeaux et ce qui est le maze complet qui était fait avant. Je ne sais pas, Gilles, si tu voulais compléter. Bon, juste, je sais pas si ça peut être ça, non, mais juste un élément de réponse correspondant à une brève histoire clinique d'un patient qui s'appelle Monsieur Édouard S, que certains connaissent, qui a une CMH, qui a donc une oreillette à 80 ml par mètre carré, qui, malgré une réponse ventriculaire lente, se trouvait très mal en FA. Ce patient motivé et symptomatique a bénéficié de 4 procédures d'ablation dans l'oreillette gauche et dans l'oreillette droite, plus une thyroïdectomie permettant la pérennisation d'un traitement par amiodarone parce qu'il avait fait une hyperthyroïdie, moyennant quoi, malgré son oreillette gauche ectasique, il est en rythme sinusal. Donc ça dépend aussi et beaucoup des symptômes et de la motivation, bien entendu, du patient.